Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'ostéologie du membre supérieur. Aujourd'hui nous allons parler de l'humérus. L'humérus est un os long, pair et non symétrique formant le squelette du bras. Il s'articule en haut avec la scapula et en bas avec le radius et l'ulna. On lui distingue une diaphyse et deux épiphyses, l'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. Parlons de l'épiphyse proximale. Elle est volumineuse, rattachée à la diaphyse par le col chirurgical. Ce dernier est en contact par l'intermédiaire de sa face postérieure avec le nerf axillaire et les vaisseaux circonflexes postérieurs. L'épiphyse proximale comprend 5 éléments: la tête, le col anatomique, le tubercule mineur, le tubercule majeur et le sillon intertuberculaire. La tête humérale est la partie articulaire de l'épiphyse proximale. Elle est encroûtée de cartilage hyalin et s'articule avec la glène et son labrum. Elle représente le tiers d'une sphère de 3 cm de rayon, légèrement aplatie d'avant en arrière. Elle regarde en haut, médialement et légèrement en arrière. Son grand axe forme avec l'horizontale un angle de 45 degrés, avec l'axe de la diaphyse un angle de 130 degrés, appelé également angle d'inclinaison, et avec le grand axe de l'épiphyse distale un angle ouvert médialement et en arrière de 20 degrés, que l'on nomme angle de déclinaison. Elle est limitée à sa périphérie par 3 lignes courbes, en bas et en arrière par une ligne courbe convexe en bas et en dedans, en haut et en avant par 2 lignes courbes concaves en dehors et en bas. Leur point de rencontre se fait au niveau de la dépression séparant les deux tubercules et forme là un prolongement de la tête. Ce bord présente la fosse supratuberculaire située au-dessus du tubercule mineur, empiétant ainsi sur la surface articulaire. Le col anatomique est un sillon mal limité, circonscrivant la tête et la séparant en avant des tubercules. Il est dans un plan faisant avec l'horizontale un angle ouvert en haut et en dehors de 40 degrés environ. Sur le col anatomique s'insère la capsule articulaire et les ligaments gléno-huméraux en avant. Le tubercule majeur a grossièrement la forme d'un cube, on lui distingue 5 faces. Les faces médiales et inférieures sont accolées à l'os, et les faces supérieures et postérieures sont séparées par un pan constituant une 5e face, la face postéro-supérieure. La face antérieure est criblée de trous vasculaires, son bord médial limite latéralement le sillon intertuberculaire et donne insertion au ligament transverse de l'humérus. La face supérieure donne insertion au muscle supraépineux et son bord médial au ligament coraco-huméral supérieur. La face postéro-supérieure donne insertion au muscle infraépineux. Sur la face postérieure s'insère le muscle petit rond. La face externe, quant à elle, va se continuer avec la face externe de la diaphyse et répond à la bourse synoviale du deltoïde. Le tubercule mineur prolonge crânialement la face médiale de la diaphyse. Il a la forme d'un dos d'âne présentant 2 versants. Le versant supérieur donne insertion au muscle sous-scapulaire. À sa partie supérieure s'insère le faisceau inférieur du ligament coraco-huméral. Le versant inférieur, triangulaire à base supérieure, est limité par un bord latéral qui forme la lèvre médiale du sillon intertuberculaire et sur lequel va s'insérer le ligament transverse de l'humérus. Un bord médial sur lequel s'insère le muscle sous-scapulaire. En arrière de cette saillie osseuse s'insèrent la capsule et les ligaments gléno-huméraux moyens et inférieurs. Le sillon intertuberculaire est situé entre les tubercules majeurs et mineurs. Il est oblique en bas et légèrement en dedans. Il est transformé en canal ostéofibreux par le ligament transverse de l'humérus qui unit en pont les lèvres médiales et latérales. Il est parcouru par le chef-long du biceps brachial, entouré d'une gaine synoviale ainsi que par des rameaux vasculaires et nerveux. Abordons la diaphyse. Elle est cylindrique dans le tiers supérieur et prismatique triangulaire dans les 2 tiers inférieurs. Elle présente 3 faces, antéromédiale, antérolatérale et postérieure, ainsi que 3 bords, médial, latéral et antérieur. La face antéromédiale. Son quart supérieur est divisé en 2 parties.
Une partie latérale, parcourue par la gouttière bicipitale, faisant suite au sillon intertuberculaire. Elle est limitée par 2 lèvres. La lèvre externe est formée par le bord antérieur de l'os, s'y insère le grand pectoral. La lèvre interne est formée par la crête du tubercule mineur qui prolonge le tubercule mineur caudalement. S'y insère le muscle grand rond. Le fond de la gouttière bicipitale donne insertion au grand dorsal. Nous avons aussi une partie médiale qui va être plus large et lisse, répondant au glissement du tendon du grand rond. Le quart moyen supérieur de la face antéromédiale porte le foramen nourricier et donne l'insertion du muscle coraco-brachial. Sur la moitié inférieure de la face antéromédiale s'insère le muscle brachial. La face antérolatérale. Le quart supérieur est lisse et répond au glissement de la bourse synoviale subdeltoïdienne. Le quart moyen supérieur présente la tubérosité deltoïdienne, en forme de V sur laquelle s'insère le muscle deltoïde. Entre les branches du V deltoïdien, des rugosités donnent insertion au faisceau acromial du deltoïde. Sur la moitié inférieure de la face antérolatérale s'insère le muscle brachial. La face postérieure. Sa partie moyenne est creusée par le sillon du nerf radial, dans lequel chemine le nerf radial et les vaisseaux brachiaux profonds. Ce sillon est oblique en bas et latéralement. Au-dessus de celui-ci s'insère le chef latéral du muscle triceps brachial et au-dessous, le chef médial du muscle triceps brachial. Le bord antérieur. Le quart supérieur est formé par la crête du tubercule majeur. Celle-ci va former la lèvre externe de la gouttière bicipitale. Son quart moyen correspond au bord antérieur de la tubérosité deltoïdienne. Sur sa moitié inférieure s'insère le muscle brachial. À sa partie toute inférieure, il se bifurque en 2 branches qui limitent la fosse coronoïdienne. Le bord latéral. Il se prolonge en bas par la crête supracondylaire latérale. Il donne insertion au septum intermusculaire latéral. Sur son tiers inférieur, s'insèrent en avant et de haut en bas les muscles brachio-radial et long extenseur radial du carpe. Le bord médial se prolonge en bas par la crête supracondylaire médiale. Il donne insertion au septum intermusculaire médial. Parlons maintenant de l'épiphyse distale. Elle est aplatie d'avant en arrière et recourbée légèrement en avant. Son grand axe est transversal, oblique en bas, en arrière et médialement. Elle présente une portion médiane, articulaire, que l'on nomme condyle huméral, et 2 saillies latérales, non articulaires, qui sont l'épicondyle médial et latéral. Le condyle huméral est formé par 3 éléments, le capitulum, la trochlée et la zone capitulo-trochléaire. Le capitulum est une saillie semi-hémisphérique antérolatérale. Il s'articule avec la fossette articulaire radiale et est surmonté par la fosse radiale. La zone capitulo-trochléaire est située entre le capitulum et la trochlée. Elle répond au bord médial de la fossette articulaire radiale. La trochlée a la forme d'une poulie qui s'enroule autour du bord inférieur de l'épiphyse distale. Elle est constituée par 2 joues, médiale et latérale, séparées par une gorge. La joue médiale est plus longue et descend plus bas que la joue latérale. La gorge a un trajet spiroïde, de telle sorte qu'en avant, la joue médiale est plus large et plus saillante, tandis qu'en arrière, la joue latérale est plus large. La trochlée est surmontée en avant par la fossette coronoïdienne et en arrière par la fossette olécrânienne. Sur le pourtour des fosses s'insère la capsule articulaire. L'épicondyle médial, anciennement appelé épitrochlée, est une saillie osseuse située en dedans de la trochlée. La face antérieure est divisée en 2 par une crête horizontale. Au-dessus de la crête s'insère le muscle rond-pronateur, et au-dessous de celle-ci s'insère le fléchisseur superficiel des doigts, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur ulnaire du carpe et le ligament collatéral ulnaire. La face postérieure est creusée par une gouttière verticale où chemine le nerf ulnaire. L'épicondyle latéral est situé en arrière, en dehors et au-dessus du capitulum. Il est moins volumineux, moins saillant et descend moins bas que l'épicondyle médial. La face antérieure donne insertion au tendon commun des épicondyliens, c'est-à-dire d'avant en arrière au chef superficiel du supinateur, à l'extenseur des doigts, l'extenseur du 5
est l'extenseur ulnaire du carpe. Au-dessus de ces insertions et dans le prolongement du bord latéral de la diaphyse se trouve l'insertion du court extenseur radial du carpe. Au contact du capitulum s'insère le ligament collatéral radial. La face postérieure, quant à elle, va donner insertion au muscle enconé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que celle-ci vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.